certains d'entre vous qui connaissent ça par cœur. Et, c'est toujours la même chose, une levée de fonds. Il faut contacter les gens et c'est pas facile. Hein. Il faut des introductions pour contacter un VC. Si vous écrivez, généralement, il ne vous répond pas. Les introductions, ça mange du crédit chez ceux qui vous introduisent, donc ce n'est pas facile d'avoir des bonnes introductions auprès des investisseurs. Après, on va avoir un coup de fil ou un rendez-vous entre 10 et 20 minutes, juste pour cadrer le truc, que l'investisseur sente qu'on est bien dans son domaine d'investissement. On va faire un pitch qui dure 1 heure à 2 heures et on va faire une démo, on va montrer le produit, etc. On rentre dans une due diligence, c'est-à-dire l'investisseur, il va vraiment faire l'analyse. Là, c'est bien parti quand même quand on est en due diligence. Hein. On fait plein de documents. On fait des workshops, des ateliers de travail où on va travailler tel ou tel point, le marketing, les finances, la technologie, etc. Et après, il va signer une term sheet, un projet de pacte d'actionnaire. C'est-à-dire une lettre d'intention en français. C'est-à-dire, je suis prêt à investir à tel montant dans telles conditions, c'est une ou deux pages. Et là, la clé, c'est le pardon, c'est que du franglais, mon histoire, hein, je suis désolé, on enlève beaucoup aux États-Unis en ce moment, donc mon cerveau a un peu basculé. Ce qui compte, c'est l'investisseur leader. C'est celui qui va faire la levée, c'est celui qui va faire la première term sheet ou qui va accepter la vôtre. Et après, tous les autres suivront. Euh, Les investisseurs sont souvent très moutonniers. Donc, trouver un leader, c'est votre priorité totale. Après, on négocie, mais ce n'est pas une phase qui est généralement qui ne devrait pas être très intensive, très dure et très longue surtout. Ça doit prendre très peu de temps. Et on signe un closing où il y a des chèques qui s'échangent et là, c'est fait. Mais ce n'est pas fait avant le closing. C'est fait au closing. Voilà. Et il y a des durées pour tout ça. Et ce que je répéterai dans cette présentation, c'est que c'est très, très important de garder le rythme. En particulier, commencer une levée de fonds en juin, ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'en août, tout s'arrête et on risque d'avoir perdu le rythme. Et on vous a oublié et il faut tout reprendre à zéro. Et souvent, ça se plante comme ça. Garder le rythme quand on a lancé la levée de fonds, c'est absolument fondamental. S'il n'y a pas de réponse, il faut les relancer. S'il n'y a pas de réponse, il faut les relancer. Et s'ils ghostent complètement, il faut passer à un autre. De toute façon, il faut avoir sous la main beaucoup d'investisseurs. Mais l'investissement, typiquement, prend 6 mois à 1 an. Mais souvent, ça se fait plus vite. Mais donc, les durées sont très variables, mais pensez 6 mois minimum. Donc, il ne faut pas lancer une levée de fonds quand on n'a plus que 3 mois de cash. Le rythme, le lead investor, moi, je compte 10 contacts pour un pitch et 10 pitchs pour une term sheet. Donc, donc c'est vraiment un job de volume. Hein. Il faut en voir beaucoup, tous avec la même intensité pour avoir quelqu'un qui fait une term sheet. Et c'est à la fin que ça se joue, c'est que à la fin qu'on sait qu'on a vraiment fait le tour au closing. Alors, votre investisseur, bah, vous en connaissez de toute façon, vous n'êtes pas innocent sur le sujet, mais moi, mon expérience avec le VC, c'est quelqu'un qui est là avec son ordi, et lui, sa vie, elle n'est pas ce que vous imaginez. C'est-à-dire que lui, depuis 12 mois, il a vu plus de 500 dossiers. Aujourd'hui, on est lundi, on le voit à 17 h, il a déjà vu 3 entreprises. Ce mois-ci, il va en signer peut-être une sur les 500 qu'il a vues depuis 12 mois. Il a été au bord de 100 boîtes et 50 vous ressemblent un petit peu par un ou autre aspect. Donc, il a l'impression, c'est vrai, il connaît vraiment des trucs sur ce qui va se passer chez vous. Il a beaucoup d'incertitudes sur son portefeuille d'entreprise. Elles ne sont pas arrivées à maturité. Il ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il est un peu stressé. Et en plus, lui, il lève des fonds. C'est un investisseur, donc il lève des fonds auprès des banques, des assurances, des family office, des familles riches, etc. Et donc, lui, il pense qu'à ça. Il pense comment je vais mieux lever des fonds. Parce qu'il faut que j'ai de l'argent à investir. Il trouve toujours que tout est trop cher. Donc, il vous trouve trop cher, il nous trouve trop cher, il trouve trop cher tout le monde. Et il a un truc, c'est qu'il sait jouer mouton et signe noir. Il rêve du signe noir, c'est-à-dire la future licorne. Même si elle est petite, mais qui cartonne, qui est très rentable, qui est en forte croissance, etc. Ce n'est pas forcément Doctolib, mais aussi il est très moutonnier parce qu'on prend moins de risques si on suit la tendance. Donc, un jour, la tendance, c'est les applis sur iPhone. Le lendemain, la tendance, c'est le cloud, etc. Et maintenant, c'est l'IA depuis 2-3 ans. Voilà, donc il fait les deux, en fait, normalement, votre investisseur. Et vous, par contraste, il n'y a qu'un truc qui vous intéresse, c'est votre boîte. Donc, il y a une énorme différence entre vous deux. Lui, il est complètement sur plein de sujets. Et vous, vous êtes à fond, en profondeur, sur un seul sujet. C'est votre obsession, c'est votre boîte, et vous avez juste 1 heure pour le convaincre. Ça vous sépare pas mal. Un investisseur m'avait dit une fois, tu sais, on fait gaffe parce que c'est l'argent des vieilles dames. Au bout du compte, c'est toujours l'argent des vieilles dames. C'est comme ça qu'il avait appelé ça.
C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la retraite, qui ont déposé leurs fonds dans des fonds, justement. Alors, c'est très américain comme vue, mais c'est vrai aussi un peu en France. Et son banquier, la vieille dame, il va lui proposer du pas risqué, donc le bon du Trésor américain. Il y a assez peu de retours, hein, ça fait 2,5% en ce moment, je pense, et il y a peu de risques. Hein, les États-Unis ne vont pas faire faillite. Et à l'autre extrémité, vous avez Tesla, qui peut faire un énorme retour, mais qui représente un grand risque. Hein, et puis entre les deux, vous avez des entreprises normales. Et donc, il va panacher le risque. Et le risque retour, ce graphe, il est essentiel dans la tête de votre investisseur, sauf que lui, c'est un investisseur en capital risque. Donc, sa vision du risque. Alors, déjà, même dans ce graphe risque-retour, quand vous avez peu de retour et beaucoup de risques, vous êtes dans un endroit que vous ne souhaitez pas du tout être. Le problème, c'est que vous ne le savez pas forcément à l'avance. Mais avec Tesla ou BNP, c'est plus facile de le savoir à l'avance. Et quand vous avez beaucoup de retours et pas de risques, c'est l'endroit qui n'existe pas. Donc, c'est le pays du Père Noël. Ça, c'est la vision de l'investisseur. Mais l'investisseur en capital risque, lui, pour lui, tout ce domaine de risque-retour classique, hein, où les entreprises financent les entreprises cotées en bourse, importantes, etc., pour lui, c'est une toute petite partie de son truc. Ce n'est pas du tout son monde. Lui, il est dans le même du gros risque. Hein, les startups, de toute façon, elles ont toutes un gros risque. Plus ou moins gros, mais toutes gros. C'est pour ça que ça s'appelle du capital risque. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'elles vont devenir. Et que, en plus, 80% des startups ne marchent pas bien au bout du compte. Alors, 50% ne marchent pas bien du tout, 30% marchent correctement, 20% cartonnent et 2 sur 100 deviennent une licorne et explosent et deviennent Facebook ou Tesla ou Nvidia. OK? Donc, c'est ça son monde. Et vous, évidemment, vous vous dites, bah moi je suis super parce que, ok, je suis un peu risqué, vous ne me connaissez pas bien, mais mon retour va être excellent. Et lui, il a vu la guerre, il en a vu 1000 comme vous, donc lui, il dit, bah non, mais vous êtes là comme toutes les autres. Et donc, dans votre première conversation avec un investisseur, tout votre travail, c'est d'arriver à une sorte de négociation mentale où lui et vous, vous allez converger sur un niveau de risque qui est acceptable et un niveau de retour qui est assez élevé. Et donc, il faut que dans votre présentation, vous soyez capable de le convaincre en disant, voilà, mon retour va vraiment être sympa. C'est-à-dire, je vais finir par valoir 3, 4, 5, 6, 10 fois plus que ce que vous avez mis. Et avec un niveau de risque qui est contrôlé. Parce que mon équipe est super, parce que ma technologie est unique, parce que je connais le marché mieux que personne, parce que, etc. Et toute l'incompréhension qu'on peut avoir avec un capitaliste, c'est de ne pas saisir le monde dans lequel lui, il vit, qui est que y a un énorme risque, et de toute façon, vous êtes tous des foufous avec vos startups qui maîtrisez mal vos risques, et lui dire, mais non, c'est pas vrai, je contrôle mes risques, et mon retour va être bien pour vous. Alors, avant de repartir sur des généralités, certes pratiques, mais générales, j'ai essayé de faire un point sur ce que je pourrais dire de la Handitech aujourd'hui, mais avec un prisme qui est le mien, hein, qui n'est pas forcément très large, mais je vois d'autres entreprises. Et la chose que je dirais, c'est que maintenant, je pense que pour la plupart des fonds, et pas seulement pour des fonds qui sont un peu dédiés ou un peu impact, etc., c'est devenu un secteur comme un autre. Et c'est un secteur comme un autre, en fait. Euh, et qui peut être plus ou moins deep tech, plus ou moins hardware, plus ou moins software, mais qui a ses caractéristiques, certes. Et vous trouverez de plus en plus d'investisseurs qui connaissent ce secteur ou qui ont investi dedans. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'Handitech? Il y a tous les fonds impact, c'est-à-dire soit qui sont centrés sur ce qu'on appelle l'impact, j'aime pas trop ce jargon, mais ce qui fait un impact sur la société. Nous, dans nos investisseurs, un de nos meilleurs investisseurs, c'est un fonds qui s'appelle Mutuel Impact, qui est qui est managé par Xange, qui est un de nos investisseurs aussi, mais de façon séparée, qui est un magnifique investisseur, Xange, et Mutuel Impact, c'est des gens super compétents. Et donc, c'est un fonds de Xange qui a pris de l'argent des mutuelles pour investir dans les sociétés d'impact. Donc, c'est typiquement un investisseur en tech et avec des gens de très grande qualité. On est très content de travailler avec eux. Et ils se comportent avant tout comme des investisseurs, connaisseurs du secteur impact et donc pas mal en dit. Après, on a eu un succès relativement élevé chez les family office. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins structurés, enfin, ils sont moins stricts sur leurs tests d'investissement, peut-être. Donc, tout l'argent des grandes familles, en fait, qui se regroupent ou qui, séparément, créent des fonds pour investir, ils peuvent avoir une vocation plus sociétale, donc plus impact, encore une fois, et ils ne sont pas moins professionnels. Les investisseurs qui
gèrent les fonds des family office sont souvent des investisseurs professionnels expérimentés. Et ça, des family office, en France, il y en a pas mal, mais en gros, c'est les grandes familles riches qui investissent dans des startups technologiques. Et peut-être plus dans le handicap que les fonds classiques. Et puis tous les VC, alors qu'ils sont dans le secteur cette fois-ci technique, c'est-à-dire software pour les applications, services pour les services, deep tech pour la deep tech, etc. Il y a certains VC excluent certains de ces secteurs. Par exemple, il y a des VC qui ne font pas de santé, d'autres qui font que de la santé. Et il y a les fonds des assurances et des mutuelles. Nous, chez Wondercraft, on a réussi à avoir pas mal de mutualistes français qui attendent de voir, en gros, comment il va falloir rembourser les obsolètes. C'est pour ça qu'ils ont pris un siège dans notre board et en mettant de l'argent pour être au premier loge. Mais je rencontre plus trop de fonds en France qui n'investiraient pas dans des... Encore une fois, pour moi, la handitech, maintenant, c'est comme un secteur d'investissement qui est assez classique. Alors, c'est un secteur où business et éthique sont assez liés, ne sont pas traités séparément, parce que plus on fait de business, plus on sert les gens. Et c'est bien de marcher sur les deux jambes et de montrer aussi à l'investisseur que les deux sont liés et qu'on les prend ensemble. Les investisseurs, il faut les former parce que nos secteurs sont quand même assez spécifiques. Chacun d'eux, toutes les boîtes que je connais dans la handitech, j'en connais pas tant que ça, hein, mais s'adressent à des pathologies spéciales ou à des syndromes, à des tableaux spéciaux, à des situations de la vie quotidienne spéciales. Et c'est bien de former les investisseurs avec des exemples, avec des vidéos, avec des utilisateurs pour qu'ils touchent du doigt et qu'ils comprennent ce dont on parle. Un truc très important sur des marchés qui connaissent moins bien que les marchés d'entreprise pour des services de logiciels, par exemple, qui connaissent par cœur, c'est de bien étudier les marchés. Ça revient un peu aux exemples dont je parlais tout à l'heure, et de se focaliser pas mal sur vos early adopters, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment craquer les premiers pour votre produit ou votre service, et qui sont les plus importants. Parce qu'une fois que, si vous n'avez pas les early adopters, vous n'aurez pas ceux d'après. Une fois que vous avez les early adopters, s'ils sont bien calibrés, s'ils sont bien aptes à faire du bouche à oreille, par exemple, vous aurez les autres. Et ça, c'est très important que vos investisseurs sentent que vous connaissez par cœur les early adopters. Une autre question qui est très importante et qui sépare les investisseurs, c'est est-ce que vous dépendez des financements de la santé? Nous, notre exosquelette, sans un remboursement comme on l'a obtenu aux États-Unis, ce qui est assez colossal, et comme on espère l'obtenir en France, c'est sûr que ça va être une machine très chère et donc accessible à un tout petit nombre, ce qui n'est satisfaisant ni sur le plan éthique, ni sur le plan business. Donc, est-ce que ou pas, il y a des financements de la santé pour vendre votre produit ou votre service? Et d'ailleurs, est-ce que ou pas, il faut un marquage CE, une approbation FDA si vous allez aux États-Unis, etc. Tout ça, ça sépare vraiment les investisseurs. Les investisseurs qui ne sont pas dans la santé ont souvent du mal, et il y a des exceptions, à aller accepter des produits qui nécessitent un remboursement de la Sécu ou une approbation, un marquage CE un petit peu lourd, en classe 2 ou classe 1. Pardon, en classe 2 ou classe 3. Mais il y en a, Xange par exemple, ils sont venus là-dedans alors qu'ils n'étaient pas super spécialistes de la santé, mais ils ont pris l'aspect robotique et high-tech. Voilà. Et puis, il faut des témoignages dans vos présentations, parce que comme le marché peut être un peu spécifique par rapport à ce qu'ils connaissent, ils ont besoin d'avoir des utilisateurs, des patients, des clients, des médecins, des opinion leaders. Donc, c'est mieux d'avoir un professeur universitaire de la PHP qu'un médecin d'une petite ville, en tout cas pour les investisseurs, des aidants et de tous ceux qui ont un mot à dire sur le marché. Ça, c'est vraiment important. Après, ils pourront le creuser avec vous, aller interroger d'autres personnes, mais ils ont vraiment besoin de ça pour diminuer leur risque. C'est toujours la même courbe, il faut diminuer le risque perçu par l'investisseur. Alors, des questions souvent posées, la valorisation de votre entreprise. En fait, la valorisation, c'est important, mais ce n'est pas si important que ça. La première règle de la valorisation, c'est qu'au fur et à mesure de votre vie, il faut que vous prévoyiez une valorisation qui ne va jamais baisser. Si elle doit baisser, parce que en fait, ce tour-là, il est trop difficile, vous avez raté des étapes, vous êtes en retard, et que vous ne pouvez pas vendre vos actions au prix que vous voudriez, donc il faut les solder.
et bien là, vous allez vous faire assommer par vos investisseurs existants. C'est écrit dans les pactes en général. Et puis c'est eux, si eux n'investissent pas, qui viendra? Et eux, ils vont vous dire, bah, je suis désolé, mais le risque a augmenté, donc je t'achète ton action la moitié du coup d'avant. Ça s'appelle se faire rincer, et c'est jamais agréable, mais ça fait partie du jeu et c'est pas déloyal de leur part. Et donc, c'est bien de viser des valos qui ne montent pas trop vite. Avec les levées de fonds Internet de ces 20 dernières années, on a vu des entreprises qui étaient valorisées des milliards et qui n'ont pas tenu leurs promesses. D'autres étaient valorisées des milliards et ont tenu leurs promesses sur Facebook. Mais, et après, l'ensemble des investisseurs et des actionnaires fondateurs se fait démolir sur une valorisation ratée. Donc, une valorisation trop élevée, c'est une mauvaise ambiance au board dès que quelque chose se passe mal, et c'est un tour d'après qui est mis en danger. Voilà, ça ne doit pas être un trop gros problème, c'est-à-dire des fonds, si vous avez bien ajusté votre valo, des fonds qui stressent sur la valorisation et qui vont négocier pendant des jours, pour moi, ce n'est pas bon signe, c'est qu'ils n'ont pas compris la valeur de votre boîte. Et donc, une fois que vous avez fixé une valorisation qui n'est pas trop élevée, et je ne sais pas vous définir le pas trop élevé. Mais par contre, ce que je sais vous dire, c'est qu'au début d'une entreprise, pendant longtemps, la valo, elle se calcule à l'envers. Elle ne se calcule pas comme on pense, comme on apprend dans les écoles de commerce. Le discounted cash flow, c'est-à-dire la valeur de vos profits futurs, ça n'a aucune importance parce que tout le monde s'en fiche. Les gens n'y croient pas de toute façon à vos profits futurs. Et donc, ils espèrent que vous ferez du profit, mais ça ne peut pas valoriser votre entreprise. Et puis, ce qu'on appelle les comparables, c'est-à-dire combien sont valorisés ou vendus d'autres entreprises, généralement, on s'en fiche aussi. Chaque cas est particulier. Un investisseur, au début et pendant toutes les phases initiales, il pense à l'envers. C'est-à-dire, il va faire le dialogue que j'ai écrit là. Je vous laisserai les slides si ça peut vous servir à quelque chose. Il va vous dire, vous levez combien? Ben, je lève 2 millions parce que je voudrais améliorer ma technologie, avoir le marquage CE et faire la mise sur le marché. Et qu'est-ce que vous allez créer d'ici la prochaine levée? Ben, justement ça, je vais faire le marquage CE, je vais embaucher 3 cadors du logiciel, que sais-je. Et la profitabilité sera plus proche. Ou je vais devenir profitable, même peut-être, pourquoi pas. Et l'investisseur, il va vous dire, c'est quoi votre valo? Et vous ne lui dites pas, bah, je vaux 2 millions, vous lui dites, bah, moi, pour 2 millions, je vais offrir 20% du capital. Et là, le calcul est instantané. Si pour 2 millions, vous offrez 20% du capital, bah, vous volez 10 millions. Post-monnaie, 8 millions, pré-monnaie. Pardon pour le jargon. Je vaux 8 millions, on ajoute 2 millions, ça fait 10 millions, et 20%, ça fait 2 millions. C'est comme ça qu'il raisonne, d'accord? Et il va vous dire, ah ben non, mais moi, je vais prendre 50% de ces 20%, donc je suis le lead investor, je vais écrire la term sheet, mais moi, je veux un peu plus de capital. Voilà, il va vous dire, bah, c'est pas 20%, mais 25%. Donc, comme je prends la moitié, ça fait 12,5%. Ah, non, 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 c'est vraiment 20%, vous allez négocier, ça doit durer 1 heure, pas plus. S'il y a une négo foncièrement mieux sur la valo, c'est qu'il n'a pas compris la valeur de votre boîte, parce que personne n'est à 10% près. C'est comme ça qu'on valorise une boîte. Peut-être certains d'entre vous, c'est banal, mais c'est très contre-intuitif pour les gens qui n'ont pas fait des grosses levées de fonds. Alors, il y a un autre truc dans les levées de fonds, c'est le business plan. Donc, vous écrivez un business plan et tout le monde s'en fiche, en fait. Par contre, c'est un exercice obligé, mais vraiment, tout le monde s'en fiche parce qu'il est complètement faux, parce que votre pitch, c'est ça. Ah, on va dépenser un peu de cash, regardez, notre profit va descendre là où notre cash flow ou notre cash disponible. Et après, on atteint un point bas, là, de 5 millions. C'est pour ça qu'on lève 6 millions, parce qu'on est malin. Et regardez, après, on a une croissance fantastique. Et en fait, tout le monde sait, pour votre investisseur, votre plan, ça va être ça. Vous allez dépenser beaucoup plus et ça va durer beaucoup plus longtemps. Et pourquoi il pense ça? Parce que les 200 entreprises qu'il a financées, il y en a 190 qui ont fait ça. Il ne peut pas penser autre chose. D'accord? Donc, il s'en fiche de votre business plan. Par contre, il ne s'en fiche pas du tout parce que, ça va lui dire ce que vous allez faire dans les 18 prochains mois. Il se fiche à 5 ans. Enfin, il ne se fiche pas à 5 ans. Mais les 18 prochains mois, c'est très, très important. Qu'est-ce que vous faites en priorité? Qui vous embauchez? Qu'est-ce que vous faites en pratique pour avoir le marquage CE? Qu'est-ce que vous allez développer comme fonctionnalité dans votre service, etc. Et combien ça va coûter, et il va creuser là-dessus. Ça, c'est fondamental. Et ce qu'il veut voir à long terme, c'est votre ambition. Hein. C'est quoi le marché à long terme? Pourquoi il y aura des concurrents dans 3 ans? Est-ce que vous l'avez pris en compte dans votre business plan? Quel est votre modèle? Est-ce que vous allez avoir une vente en ligne ou une vente en direct, etc.
C'est quoi les risques, les sensibilités? C'est-à-dire, si on bouge tel paramètre, tel autre paramètre bouge et de combien? Et il va utiliser les lignes du business plan, donc la R&D, le clinique, le marketing, les ventes, les opérations de production, etc. Il va vous faire parler sur comment vous avez réfléchi le futur. Alors, surtout le futur proche, mais même le futur lointain, il veut vous écouter. C'est une interview, en fait. Il veut vous écouter sur votre business plan. Et le business plan, c'est l'outil pour faire ça. Sur comment vous allouez vos ressources, hein, où vous mettez l'argent, qu'est-ce qui est stratégique pour vous. Et puis, un truc très, très important, il veut voir comment vous l'écoutez, lui. Parce que lui, il est conscient que vous allez passer 6 ans avec lui et que vous allez être une de ses sources de stress. Et vous n'êtes pas conscient en général que vous allez passer 8 ans avec lui, en fait. Lui, il croit que c'est 6, mais ça va être 8. Et lui, il va être votre source de stress principale. Donc, vous avez intérêt à vous écouter l'un l'autre pour ne pas que ça soit une nuisance, mais que ça soit plutôt du côté du plaisir. Et il veut que vous écoutiez et que vous répondiez à ces questions. Il a vu des milliers d'entreprises. Il en a co-managé en tant qu'administrateur des centaines. Donc, il va mal accepter qu'on lui coupe la parole et qu'on ne l'écoute pas. C'est comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont un peu comme tout le monde. Ils ont envie qu'on respecte leur expérience et c'est vachement important. Voilà. Donc, ça sert à tout ça le business plan. Donc, en fait, c'était important. Voilà. Et après, bah, voilà, avant la levée de fonds, pour les fiançailles heureuses, j'ai essayé de réfléchir à des conseils à vous donner. C'est ceux que je donne verbalement aux gens qui me posent des questions. Alors, ça paraît bête de dire ça. Ça paraît vraiment bête, mais ne mentez jamais. Ne mentez jamais, jamais, jamais à un investisseur. Il doit savoir la plupart des choses, voir tout, et vous devez lui dire que ce qui est vrai. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me rappelle une anecdote, c'est Exxon, justement, quand ils étaient venus à notre capitale, c'était une belle histoire d'ailleurs. Le lendemain, il nous appelle, il dit, bon, là maintenant, on a une semaine où on peut tout se dire. Parce qu'on comprend qu'en pitch, on se maquille, on se fait belle, etc. hein. Mais s'il y a des trucs qui clochent dans votre activité actuelle, on a une semaine, on se fait des réunions, on se met tout à plat. Et on les a beaucoup surpris parce qu'on a dit, maintenant, on n'a rien, on ne voit pas trop le problème qu'il y aurait dans nos activités actuelles qu'on vous aurait pas dit aujourd'hui. Et en fait, c'est pas, enfin, c'est pas 100% des cas. Donc, et ils vous racontent des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête. Donc, ils apprécient la confiance. Ce qu'on essaie de créer, c'est la confiance. Il ne faut jamais rompre cette confiance. C'est vraiment important. Ensuite, il faut, dans tout le processus, écouter leurs questions, améliorer votre pitch au fur et à mesure de leurs questions. C'est important de les écouter. C'est important d'améliorer votre pitch. J'en ai parlé déjà, le rythme rapide, c'est vraiment important. Il faut les relancer, les relancer, les relancer. Ils ont autre chose à faire. Et puis, si ça bloque, on passe à un autre. Et garder le rythme, c'est important. Une levée de fonds qui s'endort, quand un investisseur vous répond plus pendant 3 semaines, c'est mort. Donc, une levée de fonds qui s'endort, c'est la mort de la levée de fonds. Ça, vous le savez, mais ne vous mettez pas dans la peau de quelqu'un qui demande de l'argent. Vous avez une super affaire, en fait, à leur faire faire. Eux, leur problème, c'est qu'ils ont des sous, il faut qu'ils les placent. Et qu'ils les placent bien, ben, là, vous allez leur prendre 2 millions sur les 500 qu'ils ont. Et ces 2 millions, ils sauront qu'ils sont bien placés et qu'ils vont rapporter des sous. Donc, c'est vous qui leur rendez service au moins autant que eux vous rendent service. C'est important de se mettre dans cet état d'esprit-là aussi. Parce que sinon, ben, c'est toujours pareil. Hein, quand on demande, on n'est pas attractif. C'est eux les demandeurs. Voilà, vous embêtez pas trop sur la forme du pitch et de vos présentations. C'est pas très, très important. Si vous avez des vidéos, mettez des vidéos. Attention, vous avez vu en visio, ça passe mal, donc il faut les envoyer avant. Mais votre contenu doit montrer à quel point vous êtes unique. Donc moi, j'ai mis un plan là, qui est celui que je prends tout le temps. De toute façon, c'est le même pour tout le monde. Hein. Enfin, on vous laissera les slides, mais c'est très classique. Mais par contre, à chaque instant, il doit avoir l'impression que c'est vraiment un problème important. Donc c'est un problème unique. Et nous, on est une entreprise qui peut y répondre d'une façon unique, peu importe le secteur. Et après, vous embêtez pas trop sur la forme, il faut que ce soit très propre, que ce soit très mémorisable, et voilà. Donc, votre investisseur, il a peur, vous avez vu, il a peur, il voit du risque. Qu'est-ce qui peut le rassurer? Même les brevets, ça ne rassure pas grand-chose. Le seul truc qu'il a en face de lui, c'est des gens. Et le seul truc qu'il demande à ces gens, parce qu'il a compris leur stratégie, c'est bon, c'est derrière nous, on a reçu le pitch, c'est qu'ils exécutent. Et donc, tout votre message, c'est de dire, voilà, Jules, Juliette et Julien, que vous avez en face de vous, ils sont excellents dans l'exécution. Eux,
pas les gens qui vont embaucher, pas les numéros 2, pas eux. Eux, les managers, ils connaissent l'exécution par cœur, ils savent embaucher pour déléguer, mais c'est ça qui va les rassurer. C'est vraiment ça qui va les rassurer. Et le deuxième point, c'est qu'ils jouent en équipe soudée. Dans une présentation, quand un des fondateurs parle, que l'autre prend le relais aussitôt sans qu'il soit regardé, les investisseurs, ils cochent une croix dans leur tête. Et ça, on me l'a souvent sorti. Quand il y a des coups de téléphone après la présentation et que c'est pas Nicolas qui répond, mais c'est moi, et je fais la réponse qu'aurait faite Nicolas, les investisseurs cochent une croix dans la case. C'est vraiment important. L'exécution, une équipe soudée. Ça arrive très, très souvent qu'une équipe de fondateurs ou le fondateur et ses managers s'engueulent, et c'est un casse-tête pour les investisseurs. Ils détestent ça. C'est un des risques majeurs, c'est le risque people. Il y a 3 grands risques, people, technologie, marché. Bon, ben, si déjà le risque people, il leur paraît abstrait, eh bien, il n'en reste plus que 2. Et ils doivent sentir que vous vous battrez jusqu'au bout. Ben, nous, c'était facile, parce que Nicolas et moi, il faut qu'on fasse marcher lui, son frère, et moi, mon fils. Donc, ils ont compris qu'on se battrait jusqu'au bout, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé. Ils vont confier leur argent, ils vont pas confier leur argent à quelqu'un qui va se barrer au bout de 2 ans parce que c'est quand même un peu fatigant de monter une boîte. Ils l'ont vécu aussi plein de fois. Donc, le fait qu'on se battra jusqu'au bout, c'est important. Ça, c'est pour convaincre. Et après, n'oubliez pas, vous avez vu le graphe qui durait 6 mois, 1 an, là où il y a plein de phases pour la levée de fonds. Mais après, ce graphe, il est tout petit, il est complètement oublié. Et c'est un board tous les 2 mois, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, qu'il faut préparer avec des gens qui envoient des questions et qui sont stressés. Même s'ils ne sont pas trop stressés, ils sont stressés quand même. Et donc, c'est un mariage sous forte tension, quoi, et qui dure très longtemps. Donc, il faut jamais, il faut toujours éviter dans la mesure du possible de prendre un investisseur avec qui on n'a pas envie de passer 6 ans à être une des personnes que vous verrez le plus, à part vos managers et votre conjoint. Et je répète, pour le mariage durable, ne mentez jamais. Nous, ce qu'on fait chez Wondercraft, par exemple, c'est qu'on commence toutes les présentations, board ou pas board, par des lowlights. Les lowlights, c'est le contraire des highlights. C'est ce qui ne marche pas. Et c'est toujours la première slide, ou les 2 premières slides, les lowlights. Et on dit, voilà, ce qui ne marche pas depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est ça. Top, 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 top. Les mauvaises nouvelles. Et en particulier, le cash est en train de diminuer, les gars. Et on n'a plus que 9 mois de cash. Ça, normalement, ça ne doit jamais arriver. Ça doit être, on n'a plus que 18 mois de cash. Et comme ça, on compte le cash et on prévoit la prochaine levée de fonds ou les actions qu'on va prendre. Ça, c'est la principale mauvaise nouvelle. Parce qu'au bout du compte, votre investisseur, il pense à plusieurs choses, mais il pense que à ça. Quand est-ce qu'ils n'ont plus de cash? Et est-ce que je suis là ou est-ce que je ne suis pas là quand ils n'ont plus de cash? Plus vous avez annoncé les mauvaises nouvelles, moins il y a de surprises, plus il sera là. Il faut être obsédé par des points de valeur. Souvent, au début, vous allez de levée de fonds en levée de fonds. Mais même après, votre boîte, elle va augmenter sa valorisation parce que vous marquez ce que j'appelle moi des points de valeur. Le marquage, c'est des trucs tangibles qui valent quelque chose. La première vente, le marquage CE, l'approbation LDA, la sortie officielle du prototype, le passage d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, que sais-je. Des trucs qui valent quelque chose pour un autre investisseur que lui. Des trucs que l'investisseur valorise. Et ça, ces points de valeur, ils vont rythmer votre vie parce que vous n'allez pas refaire une levée de fonds si vous n'avez pas marqué des points de valeur. Vous voyez? Donc ça, c'est votre obsession. En board, quand vous êtes avec vos investisseurs, ce n'est pas eux qui dirigent la boîte. Eux, au bout du compte, ils n'ont qu'un seul droit, c'est de vous virer en tant que mandataire social en assemblée générale. Et donc, le board convoque une assemblée générale qui vire le DG, par exemple. Ça, c'est leur seul droit. Donc, ils ne sont pas en gestion de la boîte. C'est moins vrai pour un investisseur américain. C'est plus vrai pour un investisseur français. Donc, vous les mettez très mal à l'aise, qu'ils soient américains ou français, si vous leur dites, ben voilà, on a 3 scénarios, on prend lequel? Et ça, c'est vraiment pas ce qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment, de mon expérience, c'est, voilà, on avait 3 scénarios, on choisit le 1 pour telle et telle et telle raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça qu'il faut faire tout le temps avec eux. Là, ils se sentent à l'aise parce qu'ils vont pouvoir dire, oui, mais alors, attends, est-ce que tu as pensé à tel truc? Est-ce que tu as pensé à tel key opinion leader? Est-ce que tu as... Ils vont se sentir à l'aise. Si vous voulez faire choisir des scénarios, ils vont être très mal à l'aise et donner des mauvaises réponses. Voilà, il faut savoir qu'eux, ils sont obsédés par une chose.
C'est qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi la levée de fonds suivante? C'est quoi l'exit? Quand est-ce que je récupère mon fric? Ils ne pensent qu'à ça. Pendant vos conseils d'administration, ils vous écoutent gentiment. Ils ont les yeux perdus dans le vide derrière votre slide. En fait, ils se disent, putain, comment est-ce que je vais les lever des fonds avec ce truc-là, quoi. Parce que s'ils ne lèvent pas de fonds, ils ont cuit leur investissement. Il va falloir qu'ils remettent de l'argent, on ne sait pas comment ça va se passer, les fondateurs vont s'en aller, c'est la cata. Donc il faut lever des fonds et à la fin, il faut les sortir. Ces gens-là, ils ont mis 2 millions, ils attendent d'en récupérer au moins 5, voire 10. Donc il faut entrer en bourse, se faire racheter, faire un LBO, que sais-je. Donc ils pensent qu'à ça. Donc de temps en temps, il faut leur dire, moi aussi, je sais que tu veux sortir, je sais qu'il faut qu'on lève des fonds. Voilà les points de valeur que je suis en train de marquer pour lever des fonds. Alors, un autre truc, c'est vrai pour l'investisseur, mais c'est vrai en général, c'est faut vraiment faire des ventes vite avec votre produit. Je pense que vous le savez tous. Il ne faut pas attendre qu'il soit parfait. Il ne faut pas dire oui, mais la dernière version. Et c'est vrai surtout en France, aux États-Unis, il faut faire gaffe parce que faire des bêta-tests sur le marché, ils aiment moins. Ils aiment bien quand le produit est bon. Donc, c'est pour ça que c'est idéal de lancer en France et après aux États-Unis, à mon avis. Donc, mettez le produit vite sur le marché, même s'il ne concerne qu'une toute petite partie des clients parce qu'il n'est pas parfait. Et ça, les investisseurs, quand ils voient quelqu'un d'autre qu'eux est prêt à donner de l'argent pour acheter votre produit, eh bien, je peux vous dire qu'il dort beaucoup mieux la nuit. Vraiment. C'est une marque, faire une vraie vente, c'est une marque de valeur énorme pour une entreprise. Voilà, évidemment, gardez du cash, soyez ligne, ne dépensez pas d'argent, vous êtes à 1 euro près, etc. C'est essentiel et ils doivent le sentir. Sinon, ils vont commencer à vous embêter en bande en disant, il faut virer des gens, il faut virer des gens. Ils sont un peu comme ça aussi. Soyez toujours pessimiste. Dites-vous, les choses vont passer au moins bien, ok, surtout pour le cash. Et il peut se passer que certains investisseurs soient trop nerveux ou pas très bien et qu'ils s'organisent un petit peu derrière votre dos. Soit avec, alors ça c'est le pire, avec un de vos managers, soit entre eux. Il faut vérifier ça. Ne laissez pas l'occasion de former des clans. Donc il faut les voir souvent. Il faut les inviter à déjeuner de façon totalement transparente, les uns vis-à-vis des autres. Parler avec eux, est-ce que tout va bien, etc. Et puis les écouter, je crois que je l'ai dit 30 fois déjà. Voilà, alors il y a des signes, peut-être quand vous poserez des questions, mais il y a des red flags pour les investisseurs. Tous les investisseurs ne sont pas géniaux. Certains sont vraiment pas sympas. Et j'ai mis là quelques signes qu'on pourra discuter sur des trucs qui vont pas bien, quoi. Et vous avez le droit de dire, ben non, mais il faut le dire très gentiment et très poliment, mais on ne va pas travailler avec vous. OK? Et 3 derniers conseils avant de me taire et de vous laisser parler. J'ai une super belle anecdote justement avec ce fonds dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Xange. Au deuxième tour, on est allé les voir. Au bout de 3/4 d'heure, Cyril Bertrand, qui est maintenant le patron, je crois, du venture, il était jeune à l'époque, c'était il y a 8 ans, il m'a dit écoute Jean-Louis, ça a l'air bien, mais c'est trop compliqué, c'est un vrai système, ça va coûter 100 millions, on ne viendra pas. OK. Bonne information, plutôt que de traîner 6 mois à essayer à me faire tourner en rond, à faire des due diligence et à dire on ne vient pas. C'était faire et je suis parti. On est parti. Et puis le coup d'après, on relevait des fonds 2 ans plus tard et je l'appelle en disant écoute, je te montrer un truc. Et la vidéo qu'on avait faite quelques jours avant, c'était notre premier patient qui marchait dans l'exosquelette. Alors qu'avant, on avait juste des slides. Et en 3/4 d'heure, bah pareil, il a dit ah ben vous y êtes arrivé, ah ben on va faire là. Ce coup-ci, on va y aller. Et c'est très rare d'avoir ça dans un premier pitch. Alors après, il y avait les due diligence, etc. Donc il a dit sous réserve. Et il a fait un article sur cette anecdote, un très bel article que vous pouvez lire parce que c'est instructif sur les investisseurs qui s'appelle Forget Autonomous Driving, Say Hello to Autonomous Walking. Donc voilà, on a créé des relations internes, c'était faire, ils ont dit non, le coup d'après, ils ont dit oui, c'est très classique. Un fonds qui vous dit oh, c'est un peu trop risqué. Il faut voir que l'investisseur il rentre dans sa boîte, dans son fonds, après. Alors, c'était comment la boîte que tu as vue? Et essayez d'imaginer qu'est-ce qu'il va dire à ses copains investisseurs, parce qu'après, ils font des comités d'investissement, ces gens-là. Qu'est-ce qu'il va dire de vous? Est-ce qu'il va dire oh, j'ai vu un truc génial, alors c'est super risqué, je ne comprends pas trop la boîte, mais ils m'ont montré un truc génial, ça c'est déjà pas mal. Ou qu'est-ce qu'il va dire, quoi? Et, assez classiquement, l'investisseur, il rentre dans son fonds d'investissement, il y a un comité d'investissement, il dit ah, je les trouve encore un peu risqués. Bon, ben, on fera peut-être le coup d'après. Et effectivement, assez souvent, ils font le coup d'après. Donc, les relations long terme, c'est important.
Les États-Unis, c'est en gros la moitié ou les 2 tiers du monde dans nos métiers. C'est pas genre 20%. Parce que si vous excluez les pays où vous irez pas, les pays où vous irez plus, et les pays qui n'ont pas d'argent, les États-Unis, c'est entre la moitié et les 2 tiers. Donc, et nous, on est 5% en France. Donc, c'est de plus en plus difficile d'exclure les États-Unis de sa feuille de route. Les États-Unis, c'est particulier, mais c'est sûr que si on réussit aux États-Unis, on réussit partout, en plus. Et dernièrement, et je ne leur fais pas de pub, c'est BPI France. Créer un lien avec BPI. Moi, je vous avoue, quand BPI s'est fait, je connaissais un certain nombre des fondateurs de BPI, de ceux qui managent, et je disais, c'est des gens super, mais c'est un truc à la française, ça va être encore le 5e plan, le gosse plan sous Staline, quoi. Et en fait, ils ont réussi à monter un truc qui marche extrêmement bien, qui est réputé dans le monde entier. Quand vous arrivez aux États-Unis avec BPI à votre capitale, bah, bizarrement, ils rigolent pas. On aurait pu s'attendre, mais ils trouvent ça sérieux. L'avantage de BPI, c'est qu'ils sont là très longtemps. Et donc, c'est un témoin de moralité. Nous, BPI, on les fréquente depuis 2013. Donc, s'ils ne nous aimaient pas, bah, ça ferait 11 ans qu'ils nous auraient envoyés aux fraises, hein. Et il y a plein d'avantages à BPI, c'est des équipes compétentes. Et donc, si vous pouvez les embarquer, même avec une petite subvention, un petit prêt au début, après, ça s'enchaîne, les gens vous connaissent. Et comme ils ont noyauté un peu les fonds d'investissement français en leur prêtant de l'argent, en leur donnant de l'argent, et ben, personne ne dit du mal d'eux et tout le monde les aime. Donc, mais c'est surtout leur professionnalisme qui est. Voilà, donc n'hésitez pas, créez un lien avec BPI si vous pouvez. Voilà. Et j'ai pas d'action chez BPI. C'est plutôt lui qui a des actions chez nous, d'ailleurs. Et voilà pour ma presse. C'était pas trop long? Ça vous a pas endormi trop? Tu m'entends, Jean-Louis, ou pas? Je t'entends pas, Laurence. Pourquoi j'entends pas? Ouais, Ah, parce que. d'accord. Ouais, ouais, voilà, je t'entends. Ouais. Ok, bah, en fait, je t'ai parlé en tout début de. J'essayais de prendre la parole au tout début, et bon, j'ai arrêté. Attends. Ah, Euh, pardon, j'avais coupé le son.